Et avec ma mère, on était dès le départ très convaincus que mon frère avait une maladie. On vivait l'addiction comme une maladie. Alors on employait ce mot de maladie. On a toujours considéré que mon frère était quelqu'un de malade. Et des années plus tard, donc après le décès de ma mère, je me suis davantage rapproché de mon frère. Je suis devenu son confident privilégié en fait. Et j'ai pris conscience à ce moment-là des angoisses qui pouvaient l'animer. Et je me suis vraiment dit que c'était vraiment quelque chose de très difficile à supporter au quotidien, d'être à ce point angoissé comme ça. Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Héros du quotidien, un podcast qui célèbre l'engagement, l'humanité et l'irréductible capacité de chacun à faire sa part. Je m'appelle Nicolas Froissart et je suis ravi donc de vous accueillir pour ce nouvel épisode. On accueille aujourd'hui Jérôme Adam. Bonjour Jérôme. Bonjour Nicolas, on va commencer par là. On va commencer par là, qui est entrepreneur. Tu as créé plusieurs entreprises dans ta vie, j'espère qu'on aura le temps d'en parler. On va beaucoup parler aussi de ces dernières années où tu as réalisé un film qui s'appelle « Tout pour être heureux », qui est une forme d'hommage à ton frère, tu nous en parleras, qui était victime d'addiction, ce qui l'a tué à un moment donné. Et tu parles aussi des addictions différemment, tu combats ce tabou, hein, on peut utiliser ce mot, mais on va beaucoup en parler aujourd'hui, ce tabou des addictions. Et puis, ça t'a conduit aussi à créer un fonds philanthropique qui développe des actions pour accompagner la santé mentale des jeunes. On va évidemment beaucoup en parler aujourd'hui. Pour démarrer ce podcast, en général, on demande à une personne, en l'occurrence ce sera deux personnes qui te connaissent bien, de m'aider justement dans cette présentation. Donc j'ai eu la chance d'échanger récemment avec Jean-Yves Delattre, par exemple, qui est retraité aujourd'hui, mais qui est médecin, professeur en neurologie, expert en tumeurs cérébrales. Et justement, pendant un voyage en famille aux Antilles, tu avais 14 ans, tu perds la vue. C'est une tumeur et donc c'est à ce moment-là que tu rencontres Jean-Yves, donc qui est médecin à l'époque, qui nous raconte effectivement que le traitement a été lourd, chirurgie, chimiothérapie. Tu ne retrouves malheureusement pas la vue. Et tu as gardé le contact avec Jean-Yves, donc ça raconte déjà quelque chose, puisque Jean-Yves nous dit que il t'aime beaucoup et qu'il voit ce parcours après toutes ces années avec beaucoup d'admiration, puisqu'il raconte aussi qu'une quinzaine d'années plus tard, après que tu aies perdu la vue, tu me corrigeras après ou tu préciseras les choses, mais tu perds ta maman d'une rupture d'anévrisme. Et puis après, on en parlait, ton frère, qui souffrait donc d'addiction. Et Jean-Yves, il nous dit, malgré toutes ces épreuves, Jérôme est un exemple de réussite personnelle, familiale, professionnelle. Tu as fait Sciences Po, tu as fait l'ESSEC, donc tu es entrepreneur, on en reparlera. Et il nous dit, Jérôme donc, nous prouve que le bien existe, que la vie a un sens si on choisit d'aller vers le bien. Jérôme se bat, la vie n'a pas été généreuse et il fait face et mène une vie heureuse avec sa famille. Et puis j'ai eu la chance aussi d'échanger avec Marine Lamoureux, qui est journaliste à La Croix. Vous avez été étudiant à Sciences Po, c'est ça, ensemble ? Oui. Mais elle nous dit que vous êtes surtout retrouvés il y a quelques années. Elle a notamment réalisé aussi un sujet justement sur le film « Tout pour être heureux ». Ce film qui, elle le dit, réhabilite son frère et les personnes toxicomanes, permet de parler des addictions différemment. Marine, elle nous dit, dans une société mature, Jérôme ne serait pas forcément un héros, mais aujourd'hui il l'est, parce qu'il fait face à toutes les failles de notre société. Il bat en brèche les tabous et les préjugés liés aux addictions dont souffrait son frère. Et puis, il bat en brèche également les idées reçues liées à son handicap. Quand on passe du temps ensemble, j'oublie qu'il est aveugle. J'ai une part d'admiration pour son courage et sa ténacité
quelque chose nous relie. Pourtant, on est très différents. Parfois, on s'agace. Mais quelque chose de profond nous lie dans notre rapport à l'humanité. Voilà ce que m'ont dit ces personnes sur toi. Pour commencer, on part un peu des fondements de l'engagement de la personne qu'on reçoit à ce micro. Est-ce que tu veux nous parler justement de cette période, de la perte de ton frère et de ce qui te conduit petit à petit à réaliser justement tout ce qu'il y a à faire pour qu'on parle des addictions et des personnes dépendantes différemment de ce qu'on peut faire aujourd'hui dans notre société? Alors c'est vrai que cette réflexion, c'est un long cheminement que je suis en train de retracer et de revoir précisément dans un livre, parce que justement, je pense que l'addiction, c'est quelque chose de très très complexe. Et en plus, dans notre histoire familiale, il y a cette particularité, c'est que j'ai perdu la vue. Donc il y a eu deux histoires parallèles, on va dire, où d'un côté, certaines personnes disaient que ce que mon frère vivait, il l'avait choisi. Autrement dit, d'une certaine manière, il l'avait bien cherché. Mm. Et pour ma part, donc moi j'ai perdu la vue suite à une tumeur au cerveau. Et on disait que moi j'avais subi ce qui m'arrivait. Donc il y avait ce parallèle entre subi et choisi qui était pas forcément toujours explicité et dit aussi ouvertement que ça, mais qui était quand même assez présent. Et je pense que mon frère le ressentait également. Et avec ma mère, on était dès le départ très convaincus que mon frère avait une maladie. On vivait l'addiction comme une maladie. Alors, on employait ce mot de maladie sans savoir exactement ce qu'on y mettait et ce qu'il recouvrait dans ce cas-là. Mais on a toujours considéré que, voilà, que mon frère était quelqu'un de malade et qu'il fallait envisager l'addiction comme une maladie. Et des années plus tard, donc après le décès de ma mère, justement, suite à cette rupture d'anévrisme, je me suis davantage rapproché de mon frère. Je suis devenu son confident privilégié, en fait. Mm. Le rôle qui était plutôt occupé et dévolu à ma mère avant, on va dire. Et j'ai pris conscience à ce moment-là des angoisses qui pouvaient l'animer. Et je me suis vraiment dit que c'était vraiment quelque chose de très difficile à supporter au quotidien, d'être à ce point angoissé comme ça. Et voilà. Alors, ça n'explique pas tout l'addiction, parce que l'addiction, c'est complexe, comme je le disais, et il faut prendre en compte les vulnérabilités de la personne. Donc, en l'occurrence, les angoisses, dans le cadre de mon frère, mais pas que. Il faut prendre en compte l'environnement. Quand on parle d'addiction, est-ce que je suis dans un environnement qui me met une certaine pression? Est-ce que je suis dans un environnement où j'ai accès facilement aux produits ou aux comportements addictifs? Et puis, troisième famille de facteurs à prendre en compte quand on parle d'addiction, c'est bien sûr soit le comportement, soit le produit lui-même, parce que tous ne sont pas aussi addictifs, tous n'ont pas les mêmes conséquences Bien sociales, sûr. et ça joue aussi énormément. Donc, bon, voilà, l'addiction, c'est une alchimie complexe entre ces trois facteurs, la personne, le produit et l'environnement. Mais voilà, pour ma part, en tout cas, j'ai pris conscience des angoisses de mon frère, et ça a été une vraie révélation pour moi, et une forme de culpabilité aussi, parce que mon frère me disait toujours je peux rien te cacher, tu te rends compte dès que je fais quelque chose qui va pas et tout. Et ça, par contre, ces angoisses, j'en avais pas du tout pris conscience, j'en avais pas pris la mesure, et c'était une vraie claque pour moi de découvrir ça. Pourtant, voilà, on était assez proches. Alors, on avait des relations compliquées, parce que moi, je me battais contre les préjugés, contre le handicap. J'essayais de Mm. faire ma vie. Lui, il avait ses addictions. Je rêvais qu'on partage davantage ensemble, qu'on vive des moments de complicité, mais soit il n'en était pas vraiment capable, soit moi, j'étais en train d'accepter mon handicap et j'étais parfois agressif aussi. Enfin, c'était quand même une histoire d'amour un peu compliquée et un peu difficile, on va dire, presque l'amour impossible entre nous. Mais quand même, on a toujours eu des liens très forts. Et là, je le vois dans le livre que je suis en train d'écrire, je retrouve des passages de ce qu'on a pu s'écrire. Ah, Et vous écriviez? on- quelques mails parfois. Mm. Et là, notamment, je suis dans un passage où
il s'en va dans le sud-ouest chez un de nos cousins pour essayer de couper avec son environnement. Et je lui ai écrit une lettre. Alors, j'ai pas retrouvé la lettre, mais j'ai quand même en tête ce que je lui avais dit. J'essaie de valoriser ses compétences, alors qu'il était vu comme un bon à rien, un vaurien. Donc, dans cette lettre, je lui parlais de ses compétences. Je lui parlais du métier de vigneron qu'il exerçait, que c'était un noble métier, qu'il fallait qu'il soit fier de lui. Enfin, voilà, c'était des phrases comme ça. Puis, je me souviens très bien avoir conclu ma lettre par un « je t'aime ». Euh, et il m'avait rappelé quelques jours plus tard, parce qu'il avait été assez touché par la lettre. Lors de notre appel, lors de cet échange, il avait une voix mais complètement shootée par les médicaments. Ça m'avait vraiment marqué. Je m'étais effondré au téléphone et après avoir raccroché. Et dans cet échange, il m'avait raconté les premières fois où il avait consommé, les dealers qui, quand moi j'étais hospitalisé pour ma tumeur au cerveau, lui disaient allez, ça va t'aider à passer le cap. Parce que voilà, quand j'ai perdu la vue, pour mon frère, ça a été une injustice. Il l'avait vraiment vécu comme une injustice. Et donc, tout ça pour dire que lui était très préoccupé par ma situation liée à ma tumeur, liée au fait que je perde la vue, et que moi j'étais très préoccupé de sa situation à lui. Donc il y avait une histoire croisée. Parce que toi, tu perds la vue, tu as 14 ans, c'est ça? Oui. Et lui, il a quel âge à ce moment-là? On a 4 ans d'écart. Donc, D'accord. alors je suis plus proche de mes 15 ans quand je perds la vue. D'accord. Je suis pas loin d'avoir mes 15 ans. Je fais mes 15 ans à l'hôpital d'ailleurs. Et lui, il a 4 ans de plus, donc il a quasiment 19 ans. Et il a déjà arrêté ses études. Il travaille à la maison avec mes parents pour reprendre l'exploitation viticole familiale, puisque nous sommes champenois et que mes parents étaient producteurs de champagne. Et donc voilà, et ça c'est intéressant aussi, je pense que le fait d'avoir quitté la voie scolaire, ses études, le fait d'être revenu très vite avec mes parents, alors c'était pas vraiment un choix, c'était pas vraiment un métier qui me passionnait plus que ça, Mm. la viticulture. Ça aussi c'est important dans la trajectoire d'un jeune. Et la socialisation qui peut naître de nos études, parce que c'est lors de nos études qu'on rencontre aussi beaucoup de personnes, Oui. des personnes qui vont devenir des amis pour la vie aussi. Lui, il l'a pas vraiment connu ça, et je pense que ça aussi c'est important quand on est jeune d'avoir ça en tête, que durant nos études on va se faire des amis qui vont peut-être être des amis pour la vie. Tu as gardé, d'ailleurs, je parlais de Jean-Yves Delattre, on a l'impression que maintenant il y a justement, enfin c'est très lié à ce que tu disais à l'instant, quand j'ai échangé avec ce médecin maintenant retraité, donc qui s'est occupé de toi, donc justement à 14-15 ans, quand il y a cette tumeur qui te privera de la vue. Vous avez gardé le contact aussi longtemps. Enfin, qu'est-ce qui fait, enfin, dans ta philosophie de vie, que finalement c'est possible d'avoir ce type de relation avec quelqu'un qui était ton médecin? On dit toujours qu'il y a beaucoup de distance entre le patient et le Ouais. médecin. Et là, j'ai senti tout l'inverse. Ouais, c'est vrai que c'est une histoire assez extraordinaire. Donc Jean-Yves, quand je le rencontre, je viens d'être opéré de ma tumeur au cerveau à Reims. Et ma vue continue à se dégrader très rapidement. En 2 semaines, je perds la vue. Et à Reims, il n'y a pas vraiment de Ça se suivi. déclenche pendant le voyage aux Antilles avec ta famille, c'est ça? C'est ça se déclenche pendant le voyage aux Antilles. En fait, on prend l'avion pour la première fois de notre vie. On fait un voyage en famille. Donc là, j'ai un peu moins de 15 ans. Et on atterrit à Fort-de-France, et sur le tarmac, je dis à mes parents, je dis, je vois plus clair. Et en fait, j'avais encore un dixième à gauche et 3 à droite, mais voilà, ma vue avait brutalement ça fait pas chuté. Et on fait quand même notre semaine de vacances avec un couple d'amis. Et en rentrant, je vais voir d'urgence un ophtalmo qui détecte de l'œdème au fond d'œil. Donc je passe un scanner le soir même. Et là, on découvre la tumeur. Et le lendemain, je suis hospitalisé à Reims. Et je suis opéré une semaine après pour enlever la tumeur. Voilà, l'opération se passe plutôt bien. Mais la vue continue de diminuer. J'ai même perdu l'œil gauche à ce moment-là. Le lendemain de l'opération, je ne voyais plus de l'œil gauche. Et des amis nous disent, bon, à Reims, il n'y aura pas de suivi, ça, faut aller à Paris. Donc, bon, on va à Paris. Et donc, c'est là où je rencontre Jean-Yves Delattre au mois d'avril 1992. Et là, tout de suite, je suis placé
sous des traitements hyper forts pour essayer de résorber l'œdème qui reste. Et donc là, il y a une semaine d'hospitalisation. Mon père dort avec moi dans ma chambre. Mm. Il y a des situations assez cocasses. Les infirmiers croient que c'est lui le malade, donc ils lui prennent la température. Enfin bon, il y a plein de trucs drôles aussi dans ces moments toujours un peu compliqués. Et donc là, je commence à rencontrer Jean-Yves. Et à ce moment-là, je vais fêter mes 15 ans le mois d'après. Et je le tutoie, il me voit comme un ado. Et je dis ça parce que quand j'aurai 18 ans, on va avoir cette visite parce que je vais être suivi tous les 3 mois, je vais faire une IRM pour suivre l'évolution, voir si la tumeur récidive ou pas. C'est Jean-Yves qui te suit pendant tout Et donc ce c'est temps? Jean-Yves qui me suit à ce moment-là et qui va me suivre tout le reste de mon existence. Mm. Et Jean-Yves, quand j'aurai 18 ans, ça m'avait marqué, il m'avait dit, écoute, maintenant tu es un homme, t'es majeur, on va se vouvoyer. Et ça m'avait fait drôle, ça m'avait vraiment fait drôle. Et puis tu vois, finalement, on s'est rapprochés plus tard. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que l'année de ma terminale, l'année du bac, ma tumeur va repousser. Et donc, je vais la repousser un peu avant, mais Jean-Yves va prendre une décision assez forte à Noël 1994, l'année de mes 18 ans. Il va me dire, bah, écoute, ta tumeur a repoussé, j'en ai acquis la conviction, il faut qu'on agisse, donc on va faire de la chimio. Mais j'ai envie que tu poursuives ta scolarité, et j'ai pas envie que ça vienne polluer ta vie et tout ce que tu es en train de mettre en place. Donc, on va mettre en place un protocole de chimio qui te permet d'aller à l'école et de suivre tes études. Et donc, l'année de la terminale, en fait, je vais faire 6 mois de chimio pendant que je vais à l'école en même temps, quoi. Et il met en place un protocole spécial. Et ça m'a beaucoup marqué parce qu'il a toujours eu ce souci de médecin, donc de faire les soins indispensables dont j'avais besoin. Donc cette chimio en l'occurrence, et de me permettre de me construire et de faire ma vie. Et donc j'ai passé mon bac. Alors j'étais vachement décontracté le jour du bac, les épreuves du bac, parce que j'ai toujours dit, et je me rappelle, j'ai eu une discussion avec un surveillant de l'internat, parce que j'étais interne. Et il me disait, ouais, il faut bosser, tout ça. Je fais, oui, il faut bosser, mais bon, moi, le bac, c'est un peu du plus. Moi, déjà, c'est me reconstruire, faire ma vie, avoir la santé. Et puis, ça m'a plutôt réussi, puisque j'ai bien réussi le bac. Mais je suis arrivé très décontracté grâce à la chimio. Je raconte toujours ça de façon un peu détendue. La chimio m'a aidé à être détendu pour passer mon bac. Et j'ai fait ma dernière séance de chimio le lendemain des résultats du bac. Je m'en souviens très bien. Okay. Et puis après, la tumeur elle n'a pas complètement disparu. Donc, on a maintenu cette surveillance. Et en 2001... Je ne sais pas s'il te l'a raconté ça, mais je venais de créer ma première boîte depuis 6 mois. Et il m'a dit, voilà, ta tumeur, il y a toujours ce résidu. Il appelait ça le fil à la patte, Jean-Yves. Ouais. Il y a ce petit nodule qui reste dans la tête. Je ne savais pas trop si c'était une cicatrice de l'opération ou si c'était la tumeur. Et il me dit, maintenant, j'ai acquis que c'est un bout de la tumeur qui est resté et qui bouge et qui continue à grossir. Et donc, écoute, il faut qu'on prenne une décision. On va y réfléchir pendant 6 mois. Soit on fait de la radiothérapie, qu'on a toujours gardé sous le coude, comme moyen ultime de traitement, soit ce sera une nouvelle opération. Et donc ça, je venais de créer ma première boîte depuis 6 mois, j'étais en pleine levée de fonds, on était en train de lever 2 millions d'euros, avec les capitaux risqueurs, là. Et là, j'en prends un petit coup parce que l'opération, pour moi, c'était pas une nouvelle option possible, c'était la radiothérapie. Et pour moi, la radiothérapie, entre guillemets, c'était cool. Ouais. C'était beaucoup plus léger. Et en juillet 2001, il me dit, écoute, voilà, ça fait 6 mois qu'on réfléchit. Et donc, est-ce que tu es prêt Je dis, oui, je suis prêt. Et là, il m'a dit, bon, on va faire une opération. Et alors là, ça a été assez dur à encaisser parce que j'avais déjà vu une opération 9 ans plus tôt. Et je savais quand même que opérer le cerveau, la tête, c'était pas si neutre que ça. Non. Et voilà. Mais donc, ça a été notre dernière intervention et dernière décision difficile à prendre, cette opération en 2001. Et tout ça pour dire que, ce que j'ai toujours aimé chez Jean-Yves, c'est ce souci de m'apporter les soins indispensables, tout en ayant le souci de me permettre de mener ma vie. Donc, un coup de passer mon bac, l'autre coup de développer ma boîte, que j'avais cette tumeur. Elle faisait quoi, cette boîte ? Donc, la première boîte, Visual Friendly, a été spécialisée dans l'accessibilité des sites Internet, donc permettre à tous les utilisateurs d'accéder aux sites, et notamment les personnes âgées, les personnes handicapées. Et donc, l'idée, c'était que les sites web respectent les normes d'accessibilité W3C, WAI. D'accord. Donc là, tu as quel âge quand tu crées ta boîte ?
Donc en 2000, donc j'ai 23 ans. Ok. Donc, quelques années après avoir perdu la vue, tu entreprends déjà pour finalement aider les personnes qui connaissent cette situation. Oui, alors l'idée, c'était de se servir du handicap pour en faire une source d'innovation utile au plus grand nombre. Ok. Sur l'idée de la télécommande, on prenait beaucoup cet exemple à l'époque, la télécommande du téléviseur qui a été inventée à l'origine pour les personnes tétraplégiques. Qui peuvent pas se déplacer, du coup, effectivement, Voilà, on peut pas aller appuyer et sur les boutons du téléviseur, donc ouais, il faut une exactement. télécommande Et que tout le monde utilise maintenant. voilà, c'est ça. Et donc nous, notre idée, c'était ça, c'est d'améliorer l'accessibilité et l'ergonomie des sites web pour le bien du plus grand nombre, mais soit parce que j'ai pas réussi à communiquer comme il faut, soit parce qu'on aime bien aussi nous enfermer dans des cases. Et c'est là où je C'est pense que clair. Marine dit qu'on n'est pas toujours d'accord et qu'on peut un peu Ouais. se titiller. C'est que ben voilà, les journalistes, ils ont toujours besoin de cases, de faits médiatiques pour parler de sujets. Et donc, pour parler de nos solutions à ce moment-là, c'est vrai que j'ai endossé la casquette du handicap et on a beaucoup parlé de visual friendly autour du handicap, alors que pour nous, on voulait le positionner beaucoup plus large, quoi. D'accord. Euh, D'ailleurs, quand tu crées ta boîte, je suppose que les freins sont là. C'est-à-dire, tu parlais de levée de fonds. Est-ce que c'est facile, peut-être plus aujourd'hui et encore, mais à l'époque, lever des fonds quand justement on est non-voyant, est-ce que c'est facile? Alors, je suis pas tout seul, hein, on est 3 Ouais. associés, on a un directeur général, donc on a déjà constitué une équipe, et l'équipe, quand on lève des fonds, ce qui compte, c'est le projet, l'équipe pour exécuter le projet. Donc, voilà, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes suffisamment ouvertes pour toujours essayer de mettre le handicap au second plan ou de le voir comme une opportunité. Alors, bien sûr, tout le monde ne réagit pas comme ça, hein. Ça peut être perçu comme un facteur de risque, et notamment les banques, hein, c'est assez irrémédiable. Enfin, c'est dès que vous dites que vous avez un handicap à une banque, bah, vous changez de catégorie, hein. Moi, à chaque fois que j'ai voulu faire des prêts, mes assurances ont été majorées à cause de mon handicap. Ça change un peu ça ou ça reste Bah toujours écoute, compliqué j'espérais, aujourd'hui? mais là j'avais refait un prêt avec mon épouse pour notre appartement, là, pour agrandir notre Ouais, foyer, on va dire. ouais, ouais. Et la banque, pourtant, moi je travaille qu'avec les banques de la région de Reims parce qu'elles me connaissent et j'ai pas besoin de les convaincre sur le handicap ou autre. Bah si, il a fallu que je leur ai dit, mais écoutez, ça fait 20 ans que j'ai été opéré, ça fait 20 ans que j'ai plus de problèmes de santé et vous me majorez encore à cause du handicap. Donc, moi, j'ai pas. Enfin, dans mon expérience personnelle, j'ai pas réussi à. Ça évolue très lentement, quoi. Ouais, Mm. j'ai pas réussi à contourner complètement le problème. Ouais. Mm. Peut-être qu'on peut reparler un peu de ton frère et de ce qui a Mhm. abouti à ces dernières années à ce film. Comment vient cette idée d'ailleurs de ce film donc, qui s'appelle Tout pour être heureux? C'est-à-dire que parfois il y a des gens qui ont, en tout cas la société va dire qu'ils ont tout pour être heureux et ils ne le sont pas, ou en tout cas il y a des choses qui font qu'elles vont se retrouver dans ces situations de dépendance et d'addiction. Comment ça vient l'idée de ce film où tu as passé du temps d'ailleurs avec des familles, des proches de personnes toxicomanes? J'imagine que c'est un projet qui a mûri sur un temps long. Tout à fait. Donc, tout pour être heureux, il y a un point d'interrogation à la fin du titre et qui Mm. a toute son importance. Je dis ça parce que voilà, certaines personnes dans l'entourage de l'équipe du film pensaient que le point d'interrogation était superflu, mais pour moi, il était très important. Oui, il est important du coup. Ouais. Et bah, tout pour être heureux, comme je le disais tout à l'heure, avec ma mère, on était convaincus que derrière l'addiction, il y avait une maladie, et sans savoir forcément laquelle. Mm. Et ce parallèle subi pour ma situation, choisi pour celle de Cédric. Et donc, je voulais raconter cette histoire et montrer que moi-même, j'avais découvert sur le tard les angoisses qui pouvaient se cacher derrière l'addiction de Cédric. Tu sais d'où elles viennent ces angoisses d'ailleurs? Bah, c'est un terrain de vulnérabilité qui lui était spécifique. Ça, Mm. c'était quelque chose d'assez spécifique. Après, l'environnement peut contribuer à les Mm. accroître ou à les diminuer en fonction des cas. Mais Ce qui tombe dans les addictions à quel âge? Est-ce que tu sais ça, Cédric? alors, la première fois, enfin, la première fois que j'ai dit à ma mère qu'il fumait du shit, parce que ça a commencé par là, j'avais 13 ans, lui 17. Après, l'addiction, par définition, c'est la perte de contrôle.
quand tu maîtrises plus ta consommation ou tes comportements. Pour moi, elle est arrivée à peu près vers les 18 ans et demi chez lui. Après, tout ça, je l'ai recoupé avec des copains qu'il a. Donc voilà, c'est à peu près dans ces âges-là. Et donc j'avais envie de raconter dans un long métrage. Donc j'ai créé, j'en crois pas mes yeux, cette boîte de prod en 2010 qui a commencé avec des séries humoristiques sur le handicap. Et donc j'ai commencé à mettre un petit pied dans le milieu de l'audiovisuel. Et j'ai rencontré des différentes personnes. Et je leur ai parlé de ce projet de film de fiction racontant notre histoire, Cédric et moi. Et on m'a présenté un scénariste américain qui vivait à Paris à l'époque, parlant parfaitement français, puisque moi je parlais pas parfaitement anglais. Et donc on a écrit ensemble ce scénario racontant notre histoire. Je l'ai présenté à plusieurs boîtes de production parce que j'avais pas la prétention de faire un film pour le cinéma. J'ai présenté à des distributeurs, donc ceux qui s'occupent de diffuser les films dans les salles de cinéma. J'ai présenté à des chaînes de télé et autres. Et on m'a dit, donc ça c'était entre 2012 et 2014, à plusieurs reprises on m'a dit que l'histoire d'un aveugle et d'un toxico, ça faisait trop. Donc j'ai essayé de basculer sur un projet de livre, même son de cloche chez les éditeurs. Le public n'est pas prêt à entendre ça. C'était too much. C'est too much, c'est trop okay. lourd. Bon, bref. Bon. Donc, du coup, j'étais convaincu qu'il y avait quand même quelque chose à faire autour de cette histoire. Et j'ai rebondi sur l'idée d'un format documentaire en me disant que, un, ça coûterait moins cher à produire, et deux, qu'il fallait s'intéresser à l'entourage et aux proches, parce qu'on n'en parlait pas du tout au milieu des années 2010. On ne parlait pas du tout de l'entourage, ce qu'on appellerait aujourd'hui les aidants, les proches. C'était vraiment pas un thème qui était dans l'air du temps. Et quand j'en ai parlé à quelques chaînes de télé et à quelques producteurs, on m'a dit, mais pourquoi s'intéresser aux sœurs et aux frères? Pourquoi s'intéresser aux proches? C'est la personne addicte qui est au cœur du sujet. On m'a même dit, c'est un biais. Ton approche, c'est un véritable biais. Donc, je me suis dit, bon, je commence à en avoir ras-le-bol. Et je me suis dit que si je voulais faire quelque chose, il fallait que je le fasse moi-même. Voilà. Et donc, j'ai racheté les parts de Guillaume, qui était mon associé à ce moment-là. J'ai mis plus du tiers de mes économies sur la table. Ma mère était décédée, donc j'avais un peu de sous. Et je me suis lancé dans la production d'un film qui n'était pas du tout ce que j'avais fait. Moi, nous, les séries, j'en crois pas mes yeux, on était passé par une boîte de prod exécutive. Nous, on était les producteurs délégués, on avait financé, mais on n'avait pas... Là, j'ai vraiment mis les mains dans le cambouis. Et je me suis retrouvé à produire ce film en 2020, l'année du Covid, avec toutes les complications supplémentaires qui pouvaient être liées au Covid. Le message que tu as voulu faire passer avec Tout pour être heureux, point d'interrogation, et justement cette parole aussi donnée aux proches, aux aidants, c'est quoi ton message? Alors, il y a beaucoup de messages dans ce film, et s'il y en a un principal, c'est que voilà, toutes les vulnérabilités ne sont pas visibles, que chacun a et peut avoir des fragilités qui ne sont pas forcément reconnues ou vues par la société, que les sentiments qui traversent les familles, les émotions comme le sentiment de culpabilité, la honte, le déni, que tout ça, ce sont des sentiments universels. Et j'ai eu beaucoup de témoignages de familles non concernées par l'addiction, du moins officiellement, et qui se reconnaissaient énormément dans le film parce qu'elles traversaient des épreuves, que ce soit le deuil, que ce soit un handicap dans une famille. J'ai eu beaucoup de témoignages de familles qui se reconnaissent dans le film alors qu'elles ne sont pas a priori concernées par l'addiction. Et le fait de donner la parole aux proches, c'est quoi? C'est pour montrer justement que ça touche évidemment la personne concernée par les addictions, mais c'est beaucoup plus large que ça. Ça va effectivement impacter la famille, les amis. Oui, il y a un slogan qui sort là, qui circule pas mal autour de l'alcool. C'est pour une personne qui boit, c'est 5 qui trinquent. Voilà, mais c'est aussi cette idée que l'entourage, les aidants sont impactés par l'épreuve traversée par la famille et l'épreuve vécue par la personne addicte. Et là où les solutions, c'est quoi? Parce qu'il y a un énorme tabou. C'est un sujet qu'on évoque très peu aujourd'hui en France. Et du coup, il y a cette honte. Je crois que tu as prononcé le mot tout à l'heure. Du coup, la honte de la personne dépendante qui va parfois hésiter ou avoir peur d'en parler et avoir peur de se faire aider, alors que effectivement, c'est sans doute intéressant, mais je veux bien qu'on en reparle, de considérer effectivement l'addiction comme une maladie
Parce qu'aujourd'hui, tu le disais, la personne dépendante, elle va être vue comme quelqu'un qui fait n'importe quoi. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de critiques. Elle avait qu'à pas commencer, quoi. Elle avait pas qu'à... Oui, exactement. Il fallait pas commencer. En tout cas, il y a beaucoup de reproches qui sont faits, alors que le nombre de personnes qui ont des addictions est énorme. Je ne sais pas s'il y a un chiffre d'ailleurs. Sur l'alcool, on dit qu'il y a 1,6 million de personnes qui ont des problèmes d'alcool. Donc, si on considère que l'entourage est impacté Ça fait et que beaucoup c'est de 1 monde. pour 5, voilà, on est à près de 10 millions. Non, mais de toute façon, c'est. Donc, le film, on l'a lancé sous forme de ciné-débat pour essayer de lui donner vie, puisque j'avais pas trouvé de distributeur pour lui faire une sortie nationale. Ouais, j'étais venu au Grand Rex d'ailleurs. Et ouais, le Grand Rex, c'est vraiment une des salles qui a vraiment joué le jeu avec nous. Et donc, on a fait beaucoup de ciné-débats, j'ai rencontré beaucoup de familles, j'ai rencontré aussi beaucoup d'acteurs du terrain, de la famille, de la santé, de l'éducation, de la justice, des élus aussi. Et pour rebondir sur ce que tu disais, ce qu'on peut faire, on me disait, mais voilà, l'addiction, tu t'attaques à un sujet qui est l'un des sujets les plus tabous de notre société. Alors, des tabous ne manquent pas, hein, mais Oui, il y en a un paquet. par exemple, je sais que tu as reçu Olivier, que tu as eu Olivier Goa. Oui. Et voilà, la maladie de Charcot, il y a quelques années, c'était très compliqué, on n'en parlait pas, et aujourd'hui, on en parle quand même beaucoup plus facilement. Donc, les tabous sont faits pour être levés, et j'espère que l'addiction continuera à être un sujet qu'on va lever. On parle de l'addiction aux écrans, voilà, c'est une manière peut-être un peu moins moralisatrice, du coup, d'en parler, et ça passe mieux. Mais l'addiction est un vrai sujet dans notre société, et ce qu'on peut faire, ce que j'ai découvert avec tous les ciné-débats autour du film, c'est tous ces programmes de prévention qui existent, qui sont efficaces, mais qui ne sont pas du tout soutenus financièrement, qui ne sont pas du tout assez promus à l'éducation nationale. C'est quoi ces programmes de prévention, par exemple ? Alors nous, voilà, du coup, après le film, j'ai voulu essayer de soutenir ces programmes de prévention, et on a lancé une fondation, Oui. tout pour être heureux, et on soutient un programme à Marseille qui s'appelle Plus fort ensemble, qui joue dès le plus jeune âge, donc sur les 6-11 ans, sur le développement de ce qu'on appelle les compétences psychosociales. Alors c'est un terme qui peut faire un peu barbare, un peu peur. C'est tout ce qui est confiance en soi, maîtrise de ses émotions, affirmation de soi, liberté de jugement. Et on n'est pas sur du développement personnel, hein, on n'est pas sur le truc de bobo qui veut se faire plaisir. Non, c'est vraiment renforcer ses compétences chez les jeunes dès le plus jeune âge pour être moins soumis à l'influence du groupe, par exemple, être moins soumis à son environnement, s'affirmer. On parlait des angoisses de Cédric. Je suis convaincu que si c'est quelqu'un qui avait davantage appris à s'affirmer, à avoir plus confiance en lui, peut-être, exactement, la confiance en soi, peut-être qu'il aurait moins subi ses angoisses. Je ne dis pas que ça aurait tout réglé, hein, mais voilà, ce sont on sait que ces programmes sont probants aujourd'hui, qui sont efficaces. Et donc, nous, à Marseille, on a trouvé une pépite, là, cette association Plus Fort, qui est une équipe qui intervient dans les écoles dès les 6-11 ans et qui va travailler sur ces programmes, mais qui va aussi travailler avec les familles. Et ça, c'est une approche systémique, comme on dit, donc globale, qui est très intéressante, c'est de travailler avec les familles et l'environnement du jeune, donc tous les acteurs du quartier, le périscolaire, les personnes de la cantine à l'école. Donc c'est vraiment une approche globale pour prévenir ces risques. Donc, quand je dis ces risques, c'est le harcèlement, c'est pas uniquement les addictions. Donc, ça peut être la prévention du suicide aussi, les violences. Et voilà. Et donc, nous, ces programmes, ils existent. Ils ont fait leurs preuves dans les pays scandinaves. Et donc, on essaye de les soutenir avec la fondation Tout pour être heureux. D'accord. Elle a quel âge, cette fondation, maintenant ? Elle est toute jeune, puisqu'elle a qu'1 an. On l'a lancée au Grand Rex, justement, l'année dernière. Donc là, tu as besoin de quoi ? De mécènes ? Parce qu'effectivement, tu récoltes des fonds que tu redistribues après, grosso modo. Oui, nous, on est distributeur de fonds, on va dire ça comme ça. Ouais. On n'est pas opérateur au sens où on ne développe pas nos propres programmes. Ouais. On va déceler ce qu'on appelle des pépites, essayer de les soutenir. Et donc, on a ce programme à Marseille. On soutient aussi le programme Communication non violente. Et puis, on vient de décider de soutenir le collectif CPS, donc les compétences psychosociales, pour faire émerger ce sujet dans le débat public et rapprocher les acteurs de la santé et de l'éducation. Ok, donc les pistes en tout cas que tu proposes face à ce sujet des addictions, c'est lever le tabou, faire en sorte qu'on en parle plus, qu'on considère peut-être les personnes dépendantes davantage comme des victimes que comme des voyous. Ce serait déjà un grand progrès.
Et puis après, travailler effectivement sur ce sujet de la santé mentale chez les jeunes et chez les moins jeunes, évidemment, puisque beaucoup de personnes, quel que soit l'âge, sont concernées. Tout à fait, ouais, mais enfin, tu as tout résumé là. Donc, nous, on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice, hein. Franchement, tous ces ciné-débats m'ont permis de rencontrer quand même des acteurs extraordinaires, des acteurs qui mettent une énergie de dingue sur le terrain. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de les soutenir. Et là, par exemple, cette association marseillaise, Plus Fort, c'est une association qui existe depuis 17 ans. Le programme Plus Fort Ensemble existe depuis 9 ans. Et c'est solide, c'est robuste. Et c'est 4 psychologues qui ont mis ça. Et c'est très intéressant comme approche parce que, au-delà du côté scientifique du programme, elles, avec leur formation de psychologue, elles peuvent aussi détecter et prévenir, orienter dès le plus jeune âge les jeunes. Parce que voilà, on n'est pas tous égaux, malheureusement, et certains ont des terrains de vulnérabilité. Ça peut être le stress, ça peut être l'angoisse, ça peut être une maladie mentale. Voilà, on a potentiellement Les violences, effectivement, ouais, tu en parlais. voilà, des violences familiales. Il y a beaucoup Donc, de sujets. il y a plein de choses à détecter dès le plus jeune âge pour essayer de... Parce que attendre, malheureusement, que les jeunes soient à l'ASE ou plus tard, c'est très bien d'agir après, hein, mais il faut le faire. Tu recevais Céline Gréco et c'est magnifique ce qu'elle fait. Oui. Mais si on peut agir dès le plus jeune âge, c'est très bien aussi, quoi. Par rapport aux acteurs... Enfin, c'est pas un mais, c'est... Et par rapport aux acteurs dont tu parlais, donc des acteurs associatifs, ou en tout cas des associations ou des organisations, des personnes qui se battent au quotidien pour plus de solidarité, pour des questions d'intérêt général. Et on a l'impression que tout ce petit monde aujourd'hui, qui n'est pas petit d'ailleurs, s'épuise parce qu'il y a une forme d'individualisme qui quand même est très présent aujourd'hui dans notre société. Qu'est-ce qu'on peut faire de façon générale pour essayer de retrouver un peu de sens, le sens dont parlait Jean-Yves d'ailleurs, hein, qu'il décrivait en faisant référence à toi, hein, je reprends, Jérôme prouve que le bien existe, que la vie a un sens si on choisit d'aller vers le bien. On a l'impression parfois notre société, de façon générale, hein, en France et ailleurs, part un peu dans la direction inverse. Comment on fait pour retrouver ce sens? Et peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent, qui se disent « oui, je voudrais bien faire des choses », sur le sujet dont on parle tout à l'heure, mais il y en a beaucoup des combats, et à chacun finalement de trouver un peu son combat de vie. Céline Gréco utilisait, d'ailleurs, tu parlais de Céline, elle utilisait à ce micro le terme de combat de vie. Et on voit effectivement chez ces personnes qui trouvent un ou plusieurs combats de vie que ça donne du sens. Alors, c'est des combats qui sont difficiles au quotidien, mais on voit aussi que ce sont des personnes qui sont épanouies, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot, dans la façon de mener ce combat. Alors, comment on fait pour que tout le monde ait envie, finalement, quelque part, d'avoir son propre combat de vie, et ce qui serait intéressant de façon globale pour notre société, je crois. Tout d'abord, je pense que voilà, il y a des podcasts comme Héros du quotidien et comme le tien, je voulais dire, en fait, qui montrent que chacun peut prendre sa part. Donc ça, c'est important de développer ce type de support. À la radio, il y a quelques émissions qui se veulent aussi positives, qui soulignent des initiatives. Donc je pense que c'est important de développer cette culture. Et pour moi, c'est une véritable culture à développer au sein de notre société, et dès le plus jeune âge. Et donc, je pense qu'on parle pas mal d'éducation. Maintenant, il y a cette commission sur les temps scolaires. Alors, c'est pas ce que ça deviendra, mais je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener, au sens où notre éducation, elle est très axée sur l'accumulation de connaissances, les savoirs fondamentaux, mais à mon sens, insuffisamment sur le savoir-vivre, sur les savoir-être, sur tous ces savoirs qu'on peut regrouper dans les compétences psychosociales et qui développent ce lien, justement. Et j'ai eu la chance, là, j'étais en Irlande il y a 2 ans, et j'ai discuté avec des personnes qui me disaient que les jeunes Irlandais, à l'école, ils avaient une bonne partie de leur temps où ils allaient à la rencontre d'associations, de personnes âgées. Enfin, ils dédiaient une partie de leur temps aux autres. Et pour moi, ce que j'appelle la culture du terrain, la culture du collectif. Et ça, je pense que c'est important
qu'on essaye d'aller vers ça dans le temps scolaire et pas être que sur les savoirs fondamentaux, qui sont bien sûr importants comme le nom l'indique, mais il faut aussi qu'on arrive à faire évoluer notre modèle éducatif. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui poussent là-dessus, il y a beaucoup de réflexions autour et j'espère que ça va vraiment aboutir. Donc ça, c'est une autre piste, à mon avis, pour que culturellement, ça soit plus ancré, qui est très importante. Et après, quand on parle de solidarité, j'entends aussi beaucoup sur l'aspect financier des personnes qui disent ben voilà, moi je paye déjà assez d'impôts, donc je fais ma part. J'entends des personnes qui disent moi j'ai gagné ma vie en travaillant, ils ont qu'à travailler et voilà. J'entends d'autres personnes qui disent moi ça vient de ma famille, je peux pas en faire n'importe quoi, je vais pas dilapider. Et donc pour répondre un peu à ces arguments, je pense qu'on a aussi besoin culturellement de retrouver cette responsabilité individuelle où on ne soit plus dans une société de, de consommation de droits uniquement, mais aussi de devoirs. Et pour répondre à ces arguments qu'on entend là sur le plan financier, je pense que c'est ça. Il faut qu'on retrouve un ciment commun où chacun prenne sa responsabilité et qu'on soit moins dans la consommation, le droit permanent, quoi. Oui, et reconnaître effectivement que quand on a réussi, parfois c'est aussi parce qu'il y avait un environnement favorable ou une certaine Exactement. forme de chance. Moi, je sais que ça m'a marqué justement quand on échangeait avec Céline Gréco, dont tu parlais, donc qui aujourd'hui a formidablement réussi. Enfin, elle est médecin, professeure de médecine et plein d'autres choses, malgré ce qu'elle a vécu quand elle était enfant et les violences de son père. Et elle disait à ce micro, je veux pas être vue comme une winner. Il n'y a pas les winners et les losers. Elle disait, avec son parcours qui est remarquable, mais qu'elle a eu quand même aussi la chance de rencontrer des gens qui l'ont aidée et qu'il y a des personnes qui ont eu son parcours et qui n'ont pas eu cette chance et qui du coup, effectivement, ont une vie bien plus difficile que la sienne aujourd'hui, mais que ça fait pas d'eux des losers. Et je trouvais ça intéressant, effectivement, de pouvoir dire ce genre de choses. Moi, je suis complètement d'accord que la réussite, elle est aussi liée et due aux personnes qu'on a pu rencontrer. On parlait de Jean-Yves tout à l'heure. Oui, bah oui. Et forcément, il y a des personnes qui vont servir de déclic, qui vont faire le coup de main, qui va être une passerelle à un moment et passer à une étape d'après. Il y a forcément la réussite elle a toujours une part collective et ça, c'est important de le rappeler et de pas d'être forcément dans le fait d'ériger une personne, comme tu le disais, comme un winner ou comme le héros qui self-made man, qui doit tout à lui-même. Je pense que là, on est aussi sur une question d'ego et de maturité de l'ego. Et donc ça, c'est important d'avoir cette conscience que c'est grâce au collectif qu'on réussit. Et on le voit d'ailleurs parce qu'effectivement, les personnes qu'on invite à ce micro et que je considère comme des héros du quotidien, euh, l'affirment rapidement, tout de suite, comme tu peux le faire. C'est-à-dire en disant, oui, j'ai réussi des choses, mais j'ai réussi des choses parce que j'ai rencontré, parce qu'il y a eu mes propres héros ou héroïnes du quotidien qui sont venus à un moment donné à ma rencontre et qui m'ont permis de rebondir. Donc on voit effectivement que même effectivement quand on fait un zoom sur quelqu'un qui a réussi des choses formidables comme toi, que c'est aussi une histoire évidemment très, très collective. Tu vois, pour prendre un exemple très simple et très important, donc après avoir perdu la vue, je suis allé 2 ans à l'Institut national des jeunes aveugles à Paris. Et pour l'année de la terminale, l'année du bac, j'ai fait le choix de retourner dans mon lycée de Reims pour découvrir ce qu'on appelle l'intégration, en fait, être en milieu ordinaire. Et mon lycée à Reims n'avait jamais accueilli de personnes aveugles. C'est fou. Et le directeur de l'école a tout de suite dit oui. Alors bien sûr, il me connaissait d'avant ma tumeur au cerveau, et c'était un élément important, certainement, mais il a quand même pris le risque. Il n'y a pas eu d'hésitation, il m'a dit oui tout de suite, il m'a donné ma chance. Et après, c'est à moi de la saisir, de lui expliquer comment j'allais suivre les cours, comment on allait s'organiser pour que l'année scolaire se passe normalement, en plus de la chimio. Et donc voilà, donc cette personne, elle fait partie des personnes qui m'ont permis d'avancer et d'avoir ma trajectoire. Cet épisode va bientôt toucher à sa fin. On le ponctue par 2 questions.
Une notamment qui, justement, a vocation à interroger un peu ce statut de héros du quotidien. Est-ce que tu fais des choses qu'un héros du quotidien ne devrait pas faire? Alors déjà, je suis assez mal à l'aise avec le mot héros, mais heureusement, il y a quotidien. Et donc, dans le quotidien, je pense qu'aujourd'hui, même si c'est un vrai point de vigilance à la maison, je pense que le téléphone, les notifications, On reste quelque en, chose que on en est je... tous là, ouais. Alors nous, voilà, on a mis en place des règles, pas de téléphone à table, pas de téléphone après telle heure, etc. Mais ouais, je pense que je suis un peu trop encore pollué par les notifications. Et pour aller sur un autre exemple, voilà, Jean-Yves parle beaucoup d'exemplarité des adultes vis-à-vis des jeunes. C'est un terme qui lui est propre, enfin qui lui est propre, mais qui est très cher en tout cas, l'exemplarité. Et, euh, et voilà, je pensais à une petite anecdote où je suis pas toujours exemplaire parce que je traverse au feu rouge, tu vois. Mais en plus, je suis aveugle, alors on va dire, ouais, il traverse au feu rouge parce qu'il sait pas que c'est vert pour les voitures. Mais non, c'est faux. En fait, je sais très bien que c'est rouge pour les Tu piétons, mais je traverse utilises. quand même. Donc voilà, donc ça c'est une petite anecdote. Et j'ai eu une phase où c'était un peu compliqué avec mon père, c'était assez tendu. Et j'étais un adepte du sketch de Jean-Marie Bigard sur le hurlement primaire. J'ai bien dit un adepte du hurlement primaire, hein, pas forcément du personnage. Hmm. Je sais pas si tu connais ce sketch, mais c'est en gros quand il y en a trop, que la soucoupe est pleine et la marmite est pleine, ben tu cherches pas à contrôler, Tu hurles. tu lâches et tu hurles. Et voilà, j'ai eu quelques épisodes où j'ai un peu hurlé sur mon père. Alors j'en parlais hier avec mon épouse, je lui disais, moi, qu'est-ce que t'en penses de ça pour un héros du quotidien, est-ce que c'est quelque chose que j'aurais pas dû faire? Elle dit, oh ça va, tu hurles. Je t'ai juste connu hurler sur ton père. Donc bon, mais voilà, c'est quelque chose quand même, si on peut éviter, c'est mieux. Hmm. Voilà, ça fait, C'est pas mal ça fait déjà. quelques exemples. Mais tu parlais des écrans, effectivement, c'est un sujet qu'on évoquait d'ailleurs aussi avec Céline, et le fait que ça peut être formidable, parce qu'effectivement, pour quelqu'un qui veut trouver des façons de s'engager, on peut utiliser son smartphone, taper les bons mots-clés dans son moteur de recherche, pour trouver toutes les associations qui nous entourent ou dans lesquelles on pourrait s'investir. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un côté où on se coupe aussi quelque part des autres. Ouais, tout à fait. Mais après, voilà, je pense qu'il y a quand même un cadre qu'on peut mettre en place. Alors, les cadres, on sait tous que malheureusement, on en sort parfois, mais je pense que ça permet quand même de garder des règles et de ne pas être complètement addict Mm. à ce genre d'outils. Et voilà, nous, des règles très simples, hein, pas de téléphone à table, déjà, de se tenir à ça. Bon, ça permet de garder du temps pour échanger. Et on parlait du lien et c'est important. Oui, tout à fait. Et dernière question, est-ce qu'il y a des personnes qu'on pourrait inviter à ce micro ou pas, mais qui peuvent être vivantes ou disparues, des personnes en tout cas qui t'inspirent aujourd'hui? Mon parcours pour être résilient, pour reprendre un mot assez Mm. à la mode, forcément, je me suis inspiré ou j'ai eu la chance de rencontrer plein de personnes qui m'ont inspiré. On a parlé de Jean-Yves déjà, il y a ma mère qu'on a évoquée qui est décédée, mais ma mère, c'était une véritable force de caractère, une véritable personne très généreuse. Et je pense que ce que j'essaye de faire aussi, ça vient d'elle. Euh, Après, on a cité Sandrine de l'association Plus Fort Ensemble à Marseille. Où, voilà, pour moi, c'est voilà, Marseille, cette ville, souvent sous le feu des médias, avec cet angle toujours le même, narcotrafic. Oui, c'est clair. Et il n'y a pas que ça, en fait, à Marseille. Et je pense que c'est une ville qui Plein de choses regorge formidables. d'associations et d'acteurs Mm. incroyables. Et voilà, notre président de la République euh, avait dit mais que font les familles quand il était descendu pour l'opération Place Nette. Moi j'avais envie de dire va voir Tout pour être heureux et tu verras ce que font les familles. Mm. J'ai aussi envie d'aller dire va voir Sandrine et Plus Fort Ensemble et tu verras ce qu'ils font sur le terrain. Mm. Euh, donc voilà, je pense que pour moi ce sont aussi des héros du quotidien Clairement. qui œuvrent dans l'ombre et qui permettent que ces villes, je ne sais pas si elles
n'explosent pas, mais que ces villes tiennent. Que ça tienne, et que ça avance. Et notre pays de façon générale et nos sociétés. Il faut parler effectivement de toutes ces personnes, de tous ces projets qui font qu'on crée du lien, de la solidarité au quotidien. Peut-être dire en 2 mots ce que fait Sandrine, justement ? Oui, donc c'est l'association Plus Fort qui existe depuis plus de 17 ans, qui a mis en place notamment, mais pas que, le programme Plus Fort Ensemble, qui intervient auprès des 6-11 ans pour développer les compétences de vie, que sont la confiance en soi, Oui, c'est ça. la liberté de jugement et autres, et qui a une approche qui englobe les familles et les acteurs de terrain, donc le périscolaire, les acteurs dans l'école. Et donc c'est vraiment une logique de quartier, en fait. Dans chaque quartier, on va prendre une école, les familles des élèves et les acteurs autour de l'école. Donc c'est vraiment une approche systémique et c'est vraiment bluffant. Soutenons les Sandrine et les Jérôme. Comment on peut t'aider avant de se quitter où est-ce qu'on peut te suivre et comment effectivement soutenir notamment le fonds philanthropique dont tu parlais ? La fondation Tout pour être heureux, comme n'importe quelle fondation, est éligible aux dons déductibles des impôts, IFI, IS pour les entreprises, impôt sur le revenu pour les particuliers aussi. Donc voilà, on est une fondation classique et sur le site du film, toutpourêtre-heureux.film, il y a un lien vers la fondation. En fait, donc voilà, on peut nous soutenir la fondation. On peut organiser des ciné-débats partout en France. Oui, il continue à tourner un peu le film ? Oui, il continue à tourner. Super. Alors, mon objectif, c'est de le mettre disponible au grand public, mais je recherche le moyen de... J'aimerais bien potentiellement le mettre en ligne, mais je voudrais trouver des influenceurs, des créateurs de contenu qui le relaient un minimum pour faire connaître au grand public l'existence de ce film. C'est un appel aussi donc aux personnes qui ont du réseau pour diffuser le plus largement possible ce film d'intérêt général. Merci beaucoup Jérôme. Est-ce que tu veux nous partager un petit mot de conclusion ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête après ce moment passé ensemble ? Non, écoute, pour moi c'est un vrai moment de vie tout simplement, et un vrai moment de partage, de joie, tel qu'on les vit avec tous ces acteurs qu'on a évoqués. Et dont il faut qu'on parle plus, c'est l'objectif de ce podcast. Merci infiniment Jérôme. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à la formidable équipe bénévole sans qui ce podcast ne pourrait pas exister. Rémi Prével de WRP Productions qui nous met à disposition ce magnifique studio. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Vous pouvez me suivre notamment sur LinkedIn avec des portraits quasiment tous les jours de héros et héroïnes du quotidien. À bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup.